Salut à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour parler de ce livre, Aimer nos enfants inconditionnellement d'Alfie Kohn. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est un livre qui peut un petit peu secouer parce qu'en fait on se rend bien compte qu'on a du mal à aimer nos enfants de manière inconditionnelle. On n'est pas non plus dans quelque chose de complètement conditionnel, on est quelque part entre les deux et je pense que la lecture de ce livre peut nous aider à avancer un petit peu plus vers l'amour inconditionnel dont on sait, enfin en tout cas si vous ne le savez pas, ce livre l'explique bien, que nos enfants ont besoin. Voilà, ils ont besoin de se sentir aimés inconditionnellement. Comment faire pour y parvenir? Alors déjà, il faut avoir une vision de l'enfant qui soit assez véridique, qui soit pas trop éloignée de la réalité, avec des attentes qui soient assez réalistes. Pour ça, Alfie Kohn reprend quelques bases. Donc il y en a certaines que j'ai déjà évoquées en vidéo, donc je ne vais pas en reparler, mais il y a par exemple la notion du temps, je les évoque juste rapidement. Il y a la notion du temps, de laisser le temps à l'enfant d'être un enfant. Il y a ce que moi j'avais appelé le savoir dire oui. Alfie Kohn dit bien que pour lui, la réponse par défaut c'est oui à un enfant. Si on n'a pas d'argument pour dire non, c'est oui. Et si on n'a pas de raison vraiment valable, ça reste oui. Parce que le non doit être réservé vraiment aux choses où il y a une réelle bonne raison, bonne argumentation derrière. Donc finalement quand on réfléchit à tous les non qu'on peut dire juste voilà, pas trop envie, ou oh, je sais pas trop par prudence, etc. Eh bien voilà, on peut réfléchir sur lesquels est-ce qu'on peut peut-être basculer vers le oui. Ça simplifiera grandement notre tâche parce que ça nous coûtera moins d'énergie et ça sera beaucoup mieux pour nos enfants puisque les interdictions étant plus limitées, ils auront beaucoup plus de facilité à les respecter. Il évoque aussi ce que moi j'avais appelé le super pouvoir des parents, c'est-à-dire la capacité à interpréter ce que les enfants font d'une manière ou d'une autre, et en fonction de notre interprétation, l'enfant va plus ou moins s'identifier à une identité ou à une autre. Et il évoque aussi pas mal de choses que Thomas Gordon développe dans ses livres, chose qui m'a beaucoup plu, puisque moi Thomas Gordon, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Donc je me suis retrouvée dans ses bases, sachant qu'il évoque aussi le fait que fonction de votre façon de percevoir l'humanité de manière générale, vous n'allez pas intervenir de la même façon auprès de vos enfants. Si vous êtes quelqu'un qui a plutôt une vision optimiste de la nature humaine, que vous pensez que les gens sont fondamentalement bons, vous serez sans doute plus souple avec vos enfants que si vous êtes plutôt quelqu'un qui pense que la nature humaine est fondamentalement mauvaise, auquel cas vous serez probablement plus autoritaire avec vos enfants. Et je vous laisse deviner lequel des deux est le plus souhaitable. Il y a aussi, toujours sur le même... la même idée, il y a aussi une page que je voulais vous lire, donc sur ces bases là, un peu sur lesquelles il faut partir. C'est page 208, il dit qu'habituer les enfants au sentiment d'impuissance ne les aidera pas à affronter les situations où ils n'auront aucun contrôle. C'est comme si on disait que, puisque les substances cancérigènes sont nombreuses dans l'environnement, il faut y exposer les enfants au maximum dès leur plus jeune âge. Voilà, j'aime beaucoup cette idée parce qu'on entend tellement le fameux tu devrais pas l'habituer à ci, tu devrais pas l'habituer à ça, que c'est vrai que parfois on a envie de répondre quelque chose de stupide et là cette histoire de substance cancérigène, je trouve que ça montre un petit peu le côté absurde de ce genre de remarques. Voilà, j'espère que ça vous parlera et puis n'hésitez pas à le ressortir en société en citant bien sûr Alfie Kohn, je pense que c'est préférable, en plus ça vous donnera une allure encore plus cultivée et plus, je crois que ça fait partie des choses qui sont importantes quand on veut réussir à défendre des idées. Plus on a derrière de bagages, de choses qu'on a lues, entendues, etc., mais éventuellement même des études, etc., et qu'on veut défendre une idée, et bien plus on se sentira en droit de le faire. Et moins on sera déstabilisé par d'éventuels arguments de l'autre personne. Ça ne veut pas dire que l'autre personne n'a pas des fois des choses aussi intéressantes qui peuvent nous faire évoluer notre pensée, mais sur des idées un peu reçues, ancestrales, traditionnelles, etc., qui ont parfois du mal à bouger, parfois avoir nous des infos modernes et très scientifiques, certains ont besoin de ça, ça permet d'être un petit peu plus écouté, entendu en tout cas.
Voilà, passons. Il dit aussi sur les punitions, bon, ça, je vais rien vous apprendre, mais que c'est pas bien, que en gros, les punitions n'apportent rien à l'enfant et que par exemple, ils ont observé une population de parents qui avaient différentes façons d'agir et que en fait, quelle que soit la façon d'agir du parent, de toute façon, qu'on dise les choses gentiment, qu'on dise les choses violemment, etc., l'enfant n'est pas capable dans l'immédiat en fait de modifier sa façon de faire. Il va falloir de nombreuses répétitions. Donc certains parents se disent que c'est parce qu'ils ceux qui le font ne marchent pas. Donc parfois ça amène à changer sa façon de faire et certains en viennent même à se dire que leur discipline n'est pas assez autoritaire, mais non, c'est pas ça. En fait, c'est vraiment que de toute façon l'enfant a besoin de temps et de répétition pour faire ses apprentissages. Donc il n'est pas utile d'aller crescendo dans la violence pour que ça marche. C'est juste qu'il faut être patient et répéter en attendant que l'enfant soit capable d'investir certaines règles de la maison ou de société. Il y a aussi une autre chose que je voulais dire sur les punitions, parce que ça m'a un petit peu perturbée, ce sont sur les apprentissages autonomes. C'est assez à la mode, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, l'idée de laisser l'enfant découvrir le monde par lui-même, et d'ailleurs ça va aussi avec cette idée de motricité libre. Mais il y a quand même un petit truc qui dit que j'ai trouvé assez pertinent, donc j'avais envie de vous le lire, c'est page 89. Lorsque vous êtes là mais laissez faire les erreurs, votre enfant expérimente à la fois la déception d'avoir mal agi ou de se tromper, et celle de voir que vous n'avez pas levé le petit doigt pour l'aider à anticiper ses erreurs. Cette approche des conséquences naturelles, il l'a mis entre guillemets, est réellement une forme de punition. En réalité, votre enfant attend sans doute aussi parfois de vous que vous l'aidiez à ne pas se retrouver en galère. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut toujours intervenir. Je pense que de manière générale dans notre société on est trop interventionniste et qu'on a plutôt, c'est pour ça qu'on répète plutôt ce message-là, on a plutôt besoin d'apprendre à laisser faire les enfants. Mais parfois, attention à peut-être ne pas être spectateur d'un enfant en difficulté parce qu'il pourrait le vivre comme quelque chose de l'ordre un petit peu de la déprivation d'amour. Déprivation d'amour dont Alfie Kohn parle beaucoup dans le bouquin, à savoir, vous savez, quand vous êtes un peu fâché et que vous parlez un peu moins à votre enfant, etc. Et c'est quelque chose qu'il évoque vraiment comme du même ordre qu'une punition en fait, hein. Donc c'est aussi quelque chose à réfléchir. Parfois être trop présent est délétère, mais parfois être trop absent est délétère. C'est pas très facile, mais il faut essayer de trouver une posture un petit peu entre les deux. Il parle aussi de la compétition dans son livre, et là je vais rien vous apprendre non plus en vous disant que c'est pas quelque chose de très souhaitable. Je vais vous dire ce qu'il en dit lui. Donc déjà il cite à la page 100 un psychanalyste qui s'appelle Eric Fromm et qui dit « Peu de parents ont le courage et la liberté de se soucier davantage du bonheur de leurs enfants que de leur succès ». Je pense que c'est une phrase qu'on peut essayer aussi de garder à l'esprit, ça. Parce que c'est vrai que c'est très important de penser avant tout à savoir si votre enfant est heureux que de se préoccuper de savoir si votre enfant réussit. Et pourtant, on croit que parfois ça va ensemble, mais la question est toujours de se demander pour qui la réussite est-elle importante. Si elle l'est pour votre enfant, je comprends que vous soyez aussi attentif que lui, mais si elle ne l'est pas tellement pour lui, pourquoi le serait-elle pour vous? Ça, c'est une question qu'on peut bien se poser, notamment dans le domaine des loisirs, où l'enfant est censé être là vraiment pour s'amuser et où parfois les parents ont une attente sur le loisir qui n'a peut-être pas lieu d'être. Il en parle aussi un petit peu dans le livre et voilà, il développe le fait que on peut se demander pourquoi l'enfant sentirait cette pression sur ses épaules dans un contexte qui est normalement un contexte d'amusement. Il dit aussi que la compétition, que ce soit dans le sport, à l'école ou même à la maison, a tendance à diminuer l'estime de soi, à la fois des gagnants et à la fois des perdants. C'est quelque chose qui nous induit l'idée que tout le monde ne peut pas être heureux ensemble. Et que du coup il y en a forcément qui vont devoir, en gros ceux qui vont être en haut vont devoir un peu écraser les autres et ceux qui vont être en bas vont devoir se faire écraser, donc personne n'est réellement bien.
contrairement à l'idée de la coopération qui est beaucoup plus valeureuse. Mais il dit aussi plus tard dans le livre, beaucoup plus tard d'ailleurs, page 235, en s'appuyant sur une étude de Barnett et Hall, que globalement les dégâts faits par la compétition seront jamais complètement réparés par la collaboration. Même si on met les deux en parallèle, la collaboration ne résoudra pas tous les problèmes que la compétition aura créés. Et puis il y a deux choses que je voulais vous lire également en petit extrait. Ce sont des choses sur l'aspect compétitif de votre enfant et vous. C'est-à-dire que parfois, on est en compétition avec son propre enfant, nous-mêmes. Par exemple, page 129, il dit « La vraie question est bien sûr, voulons-nous vraiment voir nos enfants comme des adversaires à battre ?» J'imagine que la réponse est non, mais parfois on peut se demander si on ne s'est pas comporté un peu comme ça, comme des parents qui voulaient à tout prix être victorieux face à leurs enfants. Et page 186, le même genre d'idée. Les parents inconditionnels cherchent à faire autre chose que menacer et punir. Ils ne considèrent pas la relation avec leur enfant comme un rapport d'opposition. Leur but est d'éviter les batailles, pas de les remporter. Le recours aux punitions rend ce but beaucoup plus difficile à atteindre et c'est encore plus difficile à comprendre lorsqu'on reçoit sans cesse des conseils sur sa façon de punir plus efficacement. Bon, en gros, retenez que le but des parents inconditionnel et d'éviter les batailles, pas de les remporter. Voilà, normalement, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas tellement de batailles. Il y a éventuellement des discussions. Mais on essaye de ne pas se mettre en compétition avec son propre enfant. Dernière chose, donc l'avenir des enfants, savoir, bon, on l'a déjà évoqué aussi sur la chaîne, savoir qu'il est très important de leur laisser la capacité de s'exprimer. Bien sûr, on le sait, mais on ne le fait pas toujours, et pas forcément avec les tout petits. Pourtant, dès qu'ils nous manifestent un problème, on peut essayer de trouver quelque chose qui leur convienne mieux, même aux nourrissons. Et si on a pris l'habitude de le faire, ça va faire des ados qui seront capables d'avoir une position, un positionnement beaucoup plus affirmé que d'autres. Pourquoi ? Parce que la personne, l'enfant qui vous a suivi comme figure d'autorité pendant toute sa vie, le jour où il ne va plus vous prendre vous comme figure d'autorité, va sans doute basculer vers une autre figure d'autorité. Et on ne sait pas qui ça sera. Ça peut très bien être quelqu'un qui a des conduites dangereuses, est alcoolique, se drogue, je ne sais pas. Donc pourquoi votre enfant ne suivrait pas cette personne aussi aveuglément qu'elle vous a suivi vous ? Parce qu'elle aura une capacité d'esprit critique et de discernement. Mais cette capacité-là, il faut qu'elle la développe, enfin il faut que votre enfant la développe, et donc il faut lui laisser des capacités de choix. Alors dès le début, soit avec des choix un peu fermés pour les plus petits, soit Alficone conseille dès 5-6 ans, bon, ça reste un ordre d'idée, ça peut être plus tôt, ça peut être plus tard, mais des choix plus ouverts, où vraiment l'enfant peut déterminer quelles sont les solutions qu'il veut apporter voilà, aux problèmes éventuellement rencontrés. Il donne l'exemple à un moment de sa fille qui était en maternelle et qui avait du mal à se préparer suffisamment dans les temps le matin. Et donc il l'avait interpellée sur ça et elle avait émis l'idée de se préparer la veille au coucher, d'enfiler ses habits pour le matin être déjà habillée. Et donc lui dit que c'est l'option qu'ils avaient choisie. Après je dis pas que c'est l'option qu'il faut choisir chez vous, je dis juste que c'était un exemple pour souligner que même une enfant en maternelle peut trouver des solutions à un problème qui la concerne. Voilà, et puis je voulais vous lire un petit passage. Alors, je ne l'ai pas déjà lu quand même. Oh, bah, je l'ai déjà lu. D'accord. J'ai pas fait les choses tout à fait dans l'ordre que je pensais. Mais en gros, je vous ai tout dit, sauf dernière petite chose, le fait de justement considérer le point de vue de l'autre, ça va être un exemple pour votre enfant, pour qu'il soit capable, en grandissant, d'être un peu plus à chercher
ce qui peut se passer dans la tête de l'autre, dans le monde de l'autre, et essayer de comprendre les autres. Donc c'est très important dans les relationnels. Déjà parce que vous l'aurez fait avec lui, et puis aussi parce que peut-être devant lui, vous l'aurez fait avec les autres personnes que vous rencontrerez. C'est vraiment un apprentissage que vous pouvez stimuler chez lui. Donc en disant par exemple, bah tiens, je vois que tu vois là-bas dans le parc, telle personne a l'air pas très bien, qu'est-ce qui a pu se passer dans sa journée, tiens on va essayer d'imaginer ensemble ce qui a pu se passer dans sa journée pour qu'elle en vienne à avoir une tête comme ça un petit peu triste, etc. Bah, peut-être que c'est pour ça aussi voilà, qu'elle joue pas avec ses enfants, enfin n'importe. Voilà, c'est des discussions que vous pouvez avoir avec votre enfant. Et puis sur le fait que votre enfant a ses propres idées et a le même poids que vous. Il y a un passage que j'avais très envie de vous lire aussi parce que je trouve drôle. C'est les enfants de 2 ans sont supposés dire fréquemment non. Mais si l'on adopte le point de vue de l'enfant, donc c'est là où on bascule, on se met à leur place, il apparaît que le problème est que ce sont les parents qui disent toujours non, l'empêchant de faire ci, d'aller là, de jouer avec cette chose qui a l'air tellement intéressante sur la table de la cuisine. Et oui, effectivement, parfois, quand on se met du point de vue de notre enfant, on arrive vraiment à comprendre pourquoi ils ont du mal à écouter voilà, les choses que nous, on peut leur conseiller ou leur interdire, etc. C'est vrai que même, par exemple, moi, mes enfants, quand je leur demande de s'arrêter au trottoir et de ne pas aller sur la route, j'arrive à me mettre aussi de leur point de vue, qui est qu'ils sont sur leur vélo, leur trottinette et qu'ils ont envie de foncer parce que c'est hyper agréable. Sauf que je peux pas... sous ce prétexte de les laisser vivre quelque chose de très agréable, les laisser se faire écraser. Donc je leur dis quand même non. Mais se mettre du point de vue de nos enfants permet de comprendre qu'ils ne font pas du tout les choses contre nous, mais juste parce que parfois les choses sont plaisantes pour eux, voilà, ou sont enthousiasmantes, crotte de bique, les interpellent, voilà, qu'ils ont envie d'explorer le monde, quoi. Donc voilà, ils vont un petit peu à plein d'endroits qui parfois nous interpellent, ou ils font des choses qui parfois nous interpellent, mais tout ça n'est pas contre nous. On termine avec uniquement une citation, parce que j'aime bien cette citation, et du coup j'avais envie aussi de vous la lire, pour vous laisser méditer ensuite dessus. Alors c'est un poète et scientifique danois qui s'appelle Piet Hein. Je crois que c'est cette prononciation à peu près. Et qui dit « Les erreurs les plus difficiles à pardonner chez les autres, ce sont les nôtres. » Voilà, à méditer. Et puis moi j'ai fait le tour de ce bouquin, donc que je vous conseille grandement. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.